On va revenir sur ces éléments de cette soirée. Tout d'abord, des propos de Bruno Retailleau dans le Figaro, où il dit très clairement: la diplomatie des bons sentiments a échoué. Je le dirai au président de la République que je dois avoir la semaine prochaine. Il faut changer de ton, assumer un rapport de force que le pouvoir algérien a lui-même choisi. J'y suis prêt depuis le début de cette crise. Et puis cette réponse sur Twitter de Jean-Noël Barrot, réponse du Quai d'Orsay: il n'y a ni diplomatie des bons sentiments, ni diplomatie du ressentiment, il y a juste de la diplomatie. Quand on voit ces deux camps s'affronter sur la crise algérienne, sur les tensions avec l'Algérie, Henri Guénaud, je vous donne tout d'abord la parole. Qui a raison? Est-ce qu'il faut réinstaurer une forme de rapport de force avec l'Algérie, ou est-ce que c'est voué à l'échec de toutes les manières? Alors d'abord, les ministres ont toujours tort de se disputer, et de se disputer en public. Voilà. Un gouvernement, c'est pas un forum où tout le monde dit ce qu'il pense et étale ses divisions. Enfin voilà, je sais pas ce que c'est que ce gouvernement, mais vraiment ça ne ressemble plus à rien. Voilà. Donc ils ont tous les deux tort. Maintenant, je crois qu'il faut regarder les choses, en face. C'est quoi la fermeté? Parce que moi je vois beaucoup de mots. Il faut être ferme, il faut être dur, ça veut dire quoi d'être ferme vis-à-vis de l'Algérie? Alors il faut distinguer deux sujets. D'abord, le sujet des OQTF, de la politique migratoire, etc. Et puis le sujet ce que j'appelle moi les otages, hein, c'est-à-dire Boualem Sansel et puis le... Ce que vous appelez vous les otages, puisque ce n'est pas le cas du Quai d'Orsay. Mais ce sont deux sujets différents. Sur le premier sujet, on peut toujours se livrer à toutes les rodomontades, se taper sur la poitrine en disant vous allez voir ce que vous allez voir. On n'a aucun moyen de coercition sur le gouvernement algérien, enfin sur le pouvoir algérien, puisque là-bas il y a un gouvernement puis il y a un pouvoir. Hein. Que le pouvoir et le gouvernement, ce sont deux choses différentes. On voit le gouvernement, mais on voit pas le pouvoir. On n'a aucun moyen de coercition. On a des moyens de coercition, on a les moyens de faire souffrir la population algérienne ou les franco-algériens qui vivent en France, mais faire souffrir le gouvernement algérien, et a fortiori le pouvoir algérien, je ne vois pas quel moyen on a. Alors on peut toujours dire, on va... dénoncer le traité de 68. Voilà, dénoncer les accords de 68. Mais le traité de 68, franchement, vous croyez vraiment que le jour où on dénonce le traité de 68, ça va faire changer en quoi que ce soit le pouvoir algérien? Alors d'abord, c'est compliqué parce que les juristes se battent, on ne sait pas quelle sera l'issue de ce débat, mais si vous le supprimez, que se passe-t-il? Est-ce le 68, c'est une restriction aux accords de Genève? Parce que les accords de Genève organisaient la libre circulation entre les deux pays. Si vous l'enlevez, est-ce qu'on revient automatiquement aux accords de Genève? À ce moment-là, c'est pire. Bon. Et puis, il faut bien regarder dans le détail. Par exemple, les étudiants algériens auront plus d'avantages. Vous peut-être parler des accords déviants, qu'on comprenne bien, non? Oui, des accords déviants. Parce que sinon, on ne comprend pas. Oui. Voilà, mais heureusement que tu es là pour me rappeler à la raison. Donc, des accords déviants, pardon. Les étudiants algériens, ils auront plus de privilèges, si je puis dire, si on enlève les accords de 68, qui leur ont interdit de profiter de tout ce qu'on a donné aux autres étudiants étrangers depuis 68. Donc tout ça est compliqué et ça ne résoudra aucun problème. Le gouvernement algérien dira, regardez ce qu'ils vous font. Voilà, donc voilà, je pense qu'on n'a rien. La seule petit levier qu'on pourrait avoir, ce serait d'obtenir une unité européenne pour mettre des sanctions contre l'Algérie au cas où elle ne reprendrait pas les ressortissants des différents pays. Ça a peu de chances d'arriver parce que les intérêts des Européens sont très divers. Donc Madame Meloni n'a absolument pas l'intention de se fâcher avec l'Algérie, par exemple. Elle est en train de multiplier les accords avec les Algériens. Je pense que les Espagnols qui ont rétabli des relations normales, ils n'ont pas envie non plus de se fâcher, etc. Donc voilà, donc on est démunis. En revanche, la question des otages, elle est tout autre. La question des otages, pour moi, elle nous fait sortir du rapport diplomatique normal, du rapport entre deux États qui respectent un minimum de règles dans leurs relations, puisque on a pris en otage deux personnes. Voilà. Alors maintenant, c'est devenu très courant. Hein. Il n'y a pas que les Iraniens qui font ça, ou les Algériens. Les Américains sont devenus spécialistes aussi de ce genre de choses. Quand ils sont pas d'accord sur un dossier économique ou industriel, ils mettent le premier cadre qui passe dirigeant d'une entreprise du pays, qu'il soit chinois, français ou autre, ils le mettent en prison. Et puis ils font pression sur les autorités. Donc
Mais ça, je pense qu'on ne peut pas, en aucun cas, laisser faire. Mais ça ne se joue pas sur le devant de la scène. Ça se joue derrière le rideau. Comme d'ailleurs tout ce qui est important en diplomatie. Si vous lancez un ultimatum publiquement, soit vous avez la possibilité, le pouvoir d'écraser le pays, de l'isoler, de l'étouffer économiquement, diplomatiquement, politiquement, et à ce moment-là, vous avez une chance d'y arriver. Mais dans tous les autres cas, la seule chance la seule chose qui va se produire, c'est que le pays va dire non, parce que un pays ne peut pas céder à un ultimatum de ce genre en public. Donc ça se passe derrière le rideau, et ça se passe par des moyens qui sont en partie ceux de la diplomatie, et beaucoup ceux de ce qu'on pourrait appeler la guerre de l'ombre, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faut utiliser ce qu'on appelle les services, et puis prendre aussi des otages. Alors il ne s'agit pas de prendre des otages dans la rue, et après vous les échangez. Voilà. Il n'y a aucun autre moyen. Mais moi, je peux en parler parce que je ne suis pas membre du gouvernement. Et ce serait quoi? Attendez, ce serait, vous voulez dire, des diplomates ou autres algériens? Ou des diplomates ou des gens qui sont des maillons importants pour le régime. Voilà, vous les prenez, vous les prenez soit en France, soit ailleurs, puis vous expliquez qu'ils ont commis des fautes énormes, etc. Vous les mettez en prison, et puis après vous dites, voilà, maintenant on peut échanger. Encore une fois, le pouvoir algérien n'est pas celui avec lequel on discute. Voilà, moi, mon expérience de l'Algérie, vue du côté français, c'est qu'en réalité, vous ne savez pas qui décide, ou plutôt vous ne les voyez jamais. Ceux qui décident, le président Tebboune n'a aucun pouvoir de décision en réalité. Voilà, donc ça c'est la première difficulté. Et la deuxième difficulté, c'est que vous ne pouvez pas isoler l'Algérie pour une raison simple. C'est que l'Algérie, elle a pour premier allié la Russie, que nous sommes fâchés avec la Russie, que comme deuxième allié elle a la Chine, et puis elle s'est même rapprochée des États-Unis. Donc c'est sans parler de l'Italie, etc. Bon, donc bonjour. On observe à nouveau pas mal de tensions entre Paris et Alger. Mais les sources qu'on a étudiées aujourd'hui, elles suggèrent qu'il y a une tendance plus profonde derrière tout ça. Oui, tout à fait. On parle d'une influence française qui, disons, s'érode progressivement au Maghreb. Et en parallèle, on a une Algérie qui redéfinit sa place sur la scène internationale. D'accord. Et donc, on va s'appuyer sur une analyse géopolitique assez poussée, c'est ça? Oui. Pour décrypter un peu ces changements. Exactement. L'objectif, c'est de comprendre comment Alger a joué ses cartes, diversifié ses partenaires, pourquoi la France semble moins influente qu'avant, et puis voir quelles pistes existent pour peut-être sortir de cette situation un peu bloquée. Alors, allons-y. Ce qui est assez marquant dans les documents, c'est cette montée en puissance de l'Algérie. Quels sont les leviers concrets qu'ils ont utilisés ? Ce qui ressort, c'est qu'Alger a été assez habile en fait. Elle a su utiliser le contexte mondial multipolaire. D'un côté, elle a renforcé ses liens, on va dire, historiques avec la Russie, surtout sur le plan militaire. Et de l'autre, elle s'est beaucoup tournée vers la Chine, pour les infrastructures, les fameuses nouvelles routes de la soie, mais aussi pour les investissements. Et il n'y a pas que ces deux acteurs. Non, non. Il faut aussi mentionner l'Italie, qui est devenue un partenaire clé pour l'énergie, et même les États-Unis, sur les questions de sécurité au Sahel notamment. Donc une vraie diversification. D'accord. Donc Alger a maintenant plusieurs cartes en main, quoi, pour contrebalancer l'influence historique de Paris. C'est exactement ça. Et ça signe un peu la fin, je pense, de cette idée d'un prix carré français au Maghreb. C'est devenu un peu obsolète comme concept. Et qu'est-ce qui explique cet affaiblissement français, d'après l'analyse ? Plusieurs choses. Il y a les difficultés rencontrées au Sahel, bien sûr. Il y a aussi une certaine, montée d'un sentiment anti-français dans la région. Et puis l'émergence de nouveaux acteurs, on en parlait, la Turquie, la Russie. Oui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que même au sein de l'Union européenne, Paris aurait du mal à créer un front uni sur le Maghreb. C'est un point qui est souligné, effectivement. L'Italie, par exemple, a clairement privilégié sa relation bilatérale avec Alger pour le gaz. L'Espagne aussi, après une période de froid, a normalisé ses relations. Donc la France se retrouve un peu seule parfois. Un peu isolée sur certains aspects, oui. La rhétorique peut être ferme, mais les leviers d'action concrets semblent plus limités qu'avant. Pourtant, on entend parfois parler de levée de pression possible, la question migratoire par exemple, avec les accords de 1968. Alors, l'analyse qu'on a lue qualifie ça de mythe. En gros, toucher à ces accords pourrait être contre-productif, voire plus pénalisant pour la France elle-même. Ah oui ?
Pourquoi? Il faut voir l'interdépendance. Il y a près de 700 000 franco-algériens en France. Il y a les étudiants algériens, nombreux. Et puis, beaucoup d'entreprises françaises stratégiques implantées là-bas, dans l'énergie, la pharmacie. Donc, une action un peu coercitive sur ce plan-là, ce serait risqué, avec un potentiel effet boomerang? C'est ce qui semble se dégager, oui. Le risque de représailles ou de déstabilisation plus large est considéré comme assez élevé. C'est un équilibre très délicat, en fait. Autre sujet sensible, celui des ressortissants franco-algériens qui sont détenus en Algérie. On voit parfois des réactions assez vives en France, on parle de prise d'otages. Est-ce que c'est jugé efficace? D'après les documents, non, pas vraiment. Ces postures publiques, un peu théâtrales, seraient même contre-productives. Ces dossiers sont très complexes, sur le plan juridique, diplomatique. Donc, agiter la menace publiquement, ça ne marche pas. Ça risquerait surtout d'envenimer les choses. L'analyse suggère que la voie la plus réaliste, c'est la négociation discrète, via les services spécialisés, les réseaux qu'on appelle parallèles, parfois des médiateurs. D'accord. Si on essaie de résumer les points clés qui ressortent de tout ça, on a une Algérie plus autonome, plus stratégique. Oui, un acteur qui compte. Une influence française qui n'est plus dominante, voire en recul. C'est ça, la fin d'un certain monopole d'influence. L'idée que la confrontation directe est stérile. Oui, contre-productive pour les deux parties. Et puis, une nouvelle génération en Algérie qui rejette toute forme de paternalisme. Absolument. C'est une bonne synthèse des lignes de force. L'Algérie d'aujourd'hui, elle veut une relation d'égal à égal. Alors, face à ce constat, quelles sont les pistes qui sont esquissées pour essayer de bâtir autre chose ? Il y en a plusieurs. La première, et c'est sans doute la plus importante, c'est de vraiment refonder la relation sur l'égalité et le respect mutuel. Tourner la page du post-colonial, en quelque sorte. Mettre de côté ce prisme historique. Voilà. Ensuite, l'idée serait de privilégier une diplomatie, disons, plus silencieuse. Moins dans les médias, plus dans les échanges concrets. Culturels, universitaires, économiques. D'accord. Et ne plus agir seul côté français, c'est ça aussi ? Exactement. Impliquer davantage les partenaires européens. Pour avoir une approche plus équilibrée, peut-être plus crédible aussi. Paris seul, ça semble difficile aujourd'hui de porter une politique pour tout le Maghreb. Et enfin, un point important, investir sur le long terme dans les liens entre les sociétés civiles, surtout la jeunesse. Donc la conclusion générale qui se dégage, c'est que la France doit accepter cette nouvelle donne. Accepter une Algérie souveraine qui a son propre agenda stratégique. Oui, c'est un peu ça. L'époque où Paris pensait pouvoir dicter les termes, elle est révolue. Pour négocier aujourd'hui, l'analyse insiste sur la nécessité d'être lucide, humble et d'avoir une vision à long terme. Et le respect mutuel n'est pas vu comme une faiblesse, mais peut-être comme la seule stratégie pragmatique, oui, pour préserver ce qui peut l'être de ce lien si particulier. Ce qui nous amène à une dernière réflexion, peut-être, au-delà des calculs. Comment on fait pour que l'histoire commune, si complexe, ne soit plus un poids ou un outil de pression, mais juste un fait, pour construire enfin une relation apaisée et tournée vers l'avenir? C'est sans doute là tout l'enjeu, un enjeu qui dépasse la politique immédiate et touche à la capacité des deux sociétés à se projeter ensemble différemment.